Bonjour tout le monde, bonjour à tous, à toutes, merci d'être là présent, j'entends rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, quelques secondes, oh là là, c'est lamentable. YouTube, et surtout Google, Windows, tous ces gens-là, ils nous pourrissent la vie, ils font en sorte que ça ne marche plus rien ne marche depuis que... Bon, passons. Alors, j'espère que vous allez bien, chers amis. Merci en tout cas aux nouveaux abonnés. Je les salue, je vous salue tous et toutes. Hein. Je vous salue et je profite en même temps, bien sûr, écoutez, de faire un travail secondaire avec moi, travailler avec moi. Alors, je vous demande évidemment d'être la main d'œuvre de deuxième main, comme je dis. Hein. Et bien, comment? C'est très simple, hein. Vous vous abonnez, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez un pouce, activez la clochette. C'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette chaîne, à faire grandir le travail que je fais, que je veux promouvoir, faire étendre même, et dire à YouTube, vous voyez, YouTube, on aime bien cette chaîne, alors faites un effort, voilà. Agrandissez cette chaîne, faites-la propager à travers l'Hexagone, à travers l'Europe, le monde. Voilà mes amis, à vous de jouer, c'est à vous d'en parler dans votre temps, je ne peux pas vous dire plus. Alors maintenant nous allons parler aujourd'hui d'un roi. Je voulais parler de Philippe le Bel, mais non. Qu'est-ce que je raconte là? Charles le Bel, non. Ben non, justement, c'est de Philippe le Bel, non, c'est pas lui. On n'a pas parlé de Philippe le Bel en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Ouais, on va le voir, mais c'est pas ça. Charles le Bel. Pourquoi Charles? C'est pas Philippe le Bel du tout. Bon, enfin, c'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui. On va parler de Philippe V, dit le Long. Je ne sais pas pourquoi, mais on va voir ça ensemble. Alors, deuxième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre. Voilà un dessin, je pense, une gravure de Jeanne de Valois. Les états généraux de 1317 évincent de la succession sa nièce Jeanne, la fille de Louis X, sacrée à Reims, 9 janvier 1317. Également roi de Navarre, Philippe II, mort sans descendance mâle. Ah, bon. Alors que dire de ce... je ne connais rien de ce roi. Je vais vite parcourir un petit peu. Ouh, ça a l'air bien loin. Non, pas trop loin en fait. Voilà. Alors que dire écoutez, tout d'abord, ses titres, il est roi de France, bien sûr, 17 novembre 1316, 3 janvier 1322, soit, je vais le dire, je sais pas. Soit 3 ans, 1 mois et 15 jours. Et si je partageais la page, ce serait mieux, non, chers amis, je pense toujours. Alors, couronnement le 9 janvier 1317 dans la cathédrale de Reims, prédécesseur Jean Ier, voilà. Oui, c'est pas très bien, les successeurs Charles IV, Charles IV, Guillaume, nous en reparlerons. Alors, roi de Navarre, Philippe II, 19 novembre 1316, 3 janvier 1322, soit 5 ans, 1 mois et 15 jours, prédécesseur Jean Ier, on l'a dit, successeur Charles Ier, voilà, Charles Ier. Charles IV, alors là ils mettent le premier, puis ici le IV. C'est pas trop quoi. Régent du royaume de France et de Navarre, 16 juillet, 19 novembre 1316, soit 4 mois et 3 jours, le monarque a été règne suivant la mort de Louis X. Qui était Louis X? Bon, et le Jean Ier. Jean Ier, c'est un peu flou tout ça. Alors, comte de Poitiers, décembre 1311, 19 novembre 1316, soit 4 ans et 11 mois, prédécesseur Alphonse de Poitiers, et successeur Louis Ier d'Anjou.
Alors, compte palatin de Bourgogne, 21 janvier 1307, 3 janvier 1322, soit 14 ans, 11 mois et 13 jours, avec Jeanne II, prédécesseur Jeanne II et successeur Jeanne II. Comme ça, tout est clair. Biographie à la dynastie capétienne, date de naissance vers 1293, lieu de naissance en France, date de décès 3 janvier 1322, lieu de décès abbaye royale de Longchamp en France, sépulture nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père Philippe IV. On n'a pas vu voir, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'air ou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, je recule. Je crois que je me suis trompé peut-être. Ah ben oui, Philippe Lebel, oui. Je devais en parler. Pardonnez-moi, chers amis, je me suis trompé. Alors c'est de Philippe Lebel dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais faire une digression rapidement. Alors, deuxième fils de Philippe III, Élisabeth d'Aragon, sacré à Reims le 6 janvier 1286, également roi de Navarre, Philippe Ier, par son mariage avec Jeanne de Navarre. Alors voilà, Philippe III, je le disais aussi, il y a quelque chose qui tombe par là. Alors nous allons voir ici rapidement ses titres. Roi de France, 5 octobre 1285 à 29 novembre 1314, soit 29 ans, 1 mois et 24 jours. Couronnement 6 janvier 1286 dans la cathédrale de Reims, prédécesseur Philippe III. Voilà, ça correspond bien. Pourquoi on va pas, voilà. Et successeur Louis X. Bon, ça c'est ce qu'on verra demain. Roi de Navarre, de Yoré Uxorus, je pense que ça va bien. Cet article dresse la liste chronologique des souverains du royaume de Navarre et commente de Champagne. Alors 16 août 1284, 2 avril 1305, 20 ans, 7 mois et 17 jours avec Jeanne Ier. Voilà. Prédécesseur Jeanne Ier et successeur Louis Ier. Voilà. Louis X, roi de France. Biographie donc capétienne, bien sûr, date de naissance avril-juin 1268, lieu de naissance au château de Fontainebleau en France, date de décès 29 novembre 1314 à 46 ans, lieu de décès château de Fontainebleau en France, sépulture nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père Philippe III le Hardy, mère Isabelle d'Aragon. Voilà. Fratrie Louis de France, Louis de France, Charles de Valois, Marguerite de France et Blanche de France. Conjoint Jeanne Ier de Navarre, enfant Louis X, Charles IV, Isabelle de France, héritier Louis X, religion catholicisme, résidence château de Fontainebleau, château de Vincennes. Voilà, c'est marrant, lui. C'est pas mal. Le côté Fontainebleau, ça va encore. Alors, j'ai 2 mots à dire sur. Vous en serez douté d'ailleurs, je pense que Philippe IV dit Lebel, c'est le dernier roi. Enfin, c'est pas le dernier roi de la dynastie capétienne direct, mais c'est le dernier roi qui mettra fin à la chevalerie des Templiers. Voilà, c'est lui qui, depuis le début de son règne, était un peu jaloux, vu les richesses et l'opulence, et puis, comment dire, la renommée de ses chevaliers. Je dis bien la renommée. Alors, Oleg de Normandie dit dans sa dernière vidéo, là, que je suis en train de visionner, je vous invite à l'écouter, vous verrez un petit peu les changements de cet homme, pourtant pour qui j'ai un grand respect pour son travail, mais là on sent les changements. Il préconise, enfin il dit que les chevaliers sont finalement
Alors oui, les chevaliers sont effectivement, on va dire, de la descendance de la chevalerie du prieuré de Sillon. Alors il faudrait que je vous fasse un petit résumé du prieuré de Sillon, mais on en reparlera une autre fois. Je vais vous dire, bon, écoutez, le plus simple, c'est d'essayer de voir un petit peu de quoi il en... Alors la musique que vous entendez au fond hein, c'est une musique médiévale. Bon, enfin bref. Ce que je vais vous dire, chers amis, avant de poursuivre, c'est que la chevalerie des chevaliers des Templiers donc ont pris naissance effectivement à travers le prieuré de Sillon qui était déjà la naissance ou la formation de la première chevalerie. Vous voyez, on est là dans un... Je vais essayer de vous résumer rapidement et on poursuivra rapidement la vie de Charles IV Guillemel, non pas Philippe IV, comme je vous avais annoncé depuis quelque temps. Ah non, c'est Charles IV, je crois. Alors Charles IV voulait mettre fin à cette chevalerie qui a duré quand même quelques siècles. Hein. Elle a commencé au prieuré de Sillon il y a déjà assez longtemps. Alors les Mérovingiens, Oleg nous dit que c'est des descendants, bon je dirais pas de qui, du christianisme, mais enfin bon, d'une version antérieure au Vatican, enfin celle que l'on connaît aujourd'hui. Moi j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes concernant cette descendance Moi je pense plutôt que les Mérovingiens étaient plutôt des rois, des dirigeants, donc des rois, qui étaient plutôt proches de la religion d'Odin. Alors maintenant, Oleg ne parle plus des odinistes, c'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Là, il nous parle du château de Rennes, la gazette de Rennes, le château, vous voyez. Il nous a fait une vidéo de 3 heures là-dessus. C'est très intéressant. Je ne dis pas que ce qu'il dit était intéressant, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour. Alors, le plan de Sillon, je l'ai bien retrouvé. L'histoire secrète de l'ordre des Templiers. Oui, bon, enfin, Templiers vikings, cathédrale, d'où viennent les attaques. Alors, attendez, est-ce qu'on va voir ça ensemble ou pas je crois que je ne l'ai pas. Voilà, priori de Sillon. Voilà, je me disais bien, mais j'avais bien gardé. Alors, qu'est-ce que je partage avec vous, chers amis. Voilà. Oh oui, c'est en anglais. Alors, on va essayer de le traduire. On va essayer un peu. Ouais, voilà. C'est tout en anglais. Bon, je peux le lire, mais je préfère vous le lire en français. Hein. C'est une chaîne en France. Donc, voilà. Alors, le prieuré de Sillon est un ordre initiatique de chevalerie fondé le 15 juillet 1099 à Jérusalem par Godefroy de Bouillon. Rappelez-vous que les Francs avaient pris possession de la terre de Jérusalem, boutant dehors les musulmans, l'Empire ottoman, je crois bien, à l'abbaye de Notre-Dame, alors, Godefroy de Bouillon, à l'abbaye de Notre-Dame du Mont-Sillon, sous le nom d'ordre de Notre-Dame du Mont-Sillon. L'ordre, après avoir été enregistré pour la première fois dans l'histoire en 1956, l'ordre, après avoir été enregistré pour la première fois dans l'histoire en 1956, d'accord, oui. Puis dissous en 1993, a été nouvellement enregistré en 2015, perpétuant la lignée légitime de Pierre Plantard de Saint-Clair à travers l'actuel grand maître Marco Rigamonti. Le prieuré de Sillon est caractérisé par une influence gnostique et rosicrucienne qui se donne pour tâche le soutien et de nourrir la croisade personnelle, morale et spirituelle dans le respect et en harmonie avec les objectifs personnels que chacun de nous, par nature, doit réaliser dans l'expérience de la vie. Le prieuré de Sillon hérite aujourd'hui d'une tradition d'héritage ésotérique, philosophique, spirituel et culturel qui favorise la culture de valeurs et de principes qui offrent
la manière de vivre une dimension. Plutôt s'arrêter à ça. Il s'agit du prévalidation, ordre de la Rose-Croix, Veritas, D.D.L.R, pardon, .C.V, site officiel, bon là, bon, je sais pas, d'accord, interview du grand maître de Vox Italia, TV 13 2021. Bon, je vais pas vous faire écouter ça, hein, c'est pas le sujet. Allocation du grand maître, d'accord. Message. Alors, en fait, les chevaliers teutoniques, les chevaliers des Templiers viennent de là. Hein, c'est un peu ce que l'on peut dire. En gros, voilà. Alors, je vais essayer de trouver les chevaliers, voilà, les Templiers. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là sur les chevaliers des Templiers? Je ne sais pas ce qu'ils disent, hein, je découvre avec vous d'ailleurs, hein, chers amis. La naissance de l'ordre des Templiers, dont les chevaliers étaient connus sous le nom de Pauperes, Cornelis, Tonnes, Christi, Templique, Saint-Laurent, pauvre compagnon d'armes du Christ et du temple de Salomon. Vous voyez, tout ça descend. Alors, que nous dit... Bon, ça a été défendu par, voilà, comme vous le savez, l'ordre fut officiellement établi en 1229, assumant une règle monastique par Bernard de Clairvaux. Autrement dit, les Templiers obéissaient à l'ordre de Clairvaux sous la conduite et la bienveillance apparemment de Bernard, de Saint-Bernard, quoi. C'est ça, non? Non, attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Bernard de Clairvaux, c'est ah, je sais plus. Je confonds avec un autre saint. Ben non, mais c'est bien lui pourtant. D'accord, le rôle des moines et de guerriers qui marquait l'ordre des Templiers suscita des divisions au sein du monde chrétien. Oui, bon, tout le monde n'était pas d'accord évidemment. La dissolution, on va en parler dans un instant, mais avant, nous allons revenir sur la vie de Philippe IV. Donc, Philippe IV, mais non. Philippe IV le Belge, je comprends plus. Ils disent Charles. Alors, je continue, je crois que je n'ai pas tout vu là. Voici. Voilà, alors grosso modo, on va pas faire l'histoire de Philippe IV, on dit le Belge, parce que ce serait trop long. Ouais, c'est pas... Bon, il y a eu vous savez, des dissensions, des grosses disputes, voire même des complots meurtriers entre la baronnie, les comtes, tout ça pour être le favori du roi. Et puis l'église aussi se différencier à certains égards. Bon, en fait, Philippe le Bel avait un pouvoir sur Rome qui était vraiment à ne pas démentir. Hein. C'est vrai que Philippe le Bel, Philippe IV avait un pouvoir immense sur le roi, sur le pape, pardon. Qui était le pape, bon, on va en parler, justement. Origine familiale, Philippe le Bel est le second fils de Philippe III le Hardi, bon, ça, on va s'en douter. Hein. Éducation, son père confie une partie de son éducation à Guillaume d'Erpuis, pardon, qui était ecclésiastique comme le nom, évidemment, il faut se douter. À la différence de son père, Philippe le Bel reçoit de son précepteur une bonne éducation. Il aime étudier et apprend notamment le latin, chose assez rare chez les laïcs, même de haut rang. Un roi de France. Philippe devient héritier présomptif en 1876 à la mort de son frère aîné. Oui, c'est vrai qu'il avait un frère aîné qui est mort prématurément, sinon c'était pas lui qui aurait pris le trône, évidemment. Alors, personnalité, bon, voilà, question monétaire, dévaluation de la monnaie, bon, on va passer un petit peu tout ça, chers amis, pardonnez-moi, mais je ne veux pas m'étendre trop sur la vie de Philippe le Bel. Bien sûr, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup à dire, assainissement des finances du royaume, bon, sur le plan intérieur, il a fait beaucoup de choses qui étaient très bonnes, bien sûr, hein, vers un état centralisateur et administrateur.
Bon, là c'est le début d'un État constitué que Louis XI formera avec beaucoup plus d'autorité d'ailleurs. On verra bien que c'est un roi de fer. Louis XI, nous en reparlerons. Alors, vers un État centralisateur et administratif, donc le Grand Conseil qui examine les dossiers politiques, le Parlement responsable de la justice, la Chambre des comptes spécialisée dans les affaires financières, elle établit des taxes pour les exportations, soumet les terres de l'Église à une redevance ou les décime, introduit une taxe pour toute vente et réalise, oui les taxes c'est pas aujourd'hui en France, et réalise des manipulations monétaires en changeant le poids ou le taux des métaux précieux des pièces sans en changer la valeur, ce qui fait donner à Philippe IV le surnom de faux-monnayeur par ses détracteurs. Oui, vous voyez que les tractations financières commerciales sont entrées avec la religion. Faut le dire, non mais ça, Oleg, il le disait pourtant. Maintenant, il a l'air d'avoir radicalement changé de position face à... Pas seulement face à l'église, c'est pas ça. C'est pas du tout d'attaquer l'église ou la mosquée ou autre chose. Non, pas du tout. Il s'agit simplement de remettre, comme on dit, l'église ou le château au centre du village. Il faut remettre les barres sur les T, les points sur les I. Avant la religion officiellement établie en France, il n'y avait pas ces problèmes de fausse monnaie, de vraie monnaie. Il y avait une monnaie qui circulait en écus, oui, au temps de Mérovingiens, bien sûr, je ne dis pas le contraire. La monnaie existait déjà, mais il n'y avait pas comment dire, cette avidité, ce troc, comme on dit, vous voyez. Alors je vous parlais de troc, oui, c'est vrai que c'était un petit défaut de sémantique de ma part. À l'époque, on faisait du troc avec des biens matériels, un lièvre contre un poulet ou un lapin, un lièvre contre un sanglier, oui, c'était un peu court, hein. C'était 4 lapins ou 4 lièvres pour un sanglier quand même, vu le poids. Alors c'était vendu au poids, enfin vendu, c'était échangé au poids, mais pas du tout à la valeur monétaire. Je vous rappelle, chers amis, moi qui ai 73 ans, bientôt 74, j'ai connu la vente du pain de 3 livres. 3 livres, ça équivalait à une tranche de pain par repas. J'ai bien dit par repas. Aujourd'hui, vous prenez une boule de pain, vous arrivez à peine à faire 2 repas. Et je parle d'un seul individu là. Je ne parle pas de famille. De famille, il faut au moins 3 boules de pain. Ou 3 baguettes, ou alors 4 baguettes, quoi, vous voyez. Aujourd'hui, ou alors il faut se priver de baguettes et faire des repas plus copieux pour compenser le manque de pain. Le pain aujourd'hui ne vaut plus grand chose, non seulement au poids, mais aussi à la valeur nutritive. Aux oligo-éléments, ça ne vaut pas grand chose, il n'y a rien. C'est un blé déjà modifié pour commencer. En plus, un blé acheté où à votre avis? Pas en Russie, puisque diplomatiquement on nous a séparés de la Russie. C'est le pouvoir français, bien sûr, sous la pression des Américains, naturellement. Mais en fait, c'est du blé ukrainien, je ne sais pas d'où, enfin en tout cas de ces régions. Oui, c'est vrai que l'Ukraine a des champs de blé à perte de vue. Bon, il y a beaucoup de champs de blé, mais la Russie en a encore beaucoup plus. Mais le problème n'est pas que là. Le problème, c'est que le blé, il est pauvre. C'est une pousse très pauvre. Par rapport au blé, moi, que j'ai connu, où le blé était pas blanc comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez du blé, il n'est même pas blanc, il est blanc, carrément. C'est même plus du blé blanc, parce qu'il y a le blé blanc, bah, après il y a le blé brun, bon, c'est le sarrasin, hein. Voilà, un marron presque noir, hein. Bon, et puis vous avez d'autres formes de blé. Mais le blé, pour du pain blanc, bah, c'était du blé qui était plutôt blanc, et même très blanc, je peux vous dire. Aujourd'hui, le blé, vous le regardez à travers les champs, il est plutôt de couleur presque blanc. Vous voyez, ça montre la paupérisation de la plante. Bon, les sols sont pollués, empoisonnés pour pas dire plus. Alors, opération de la Guyane, oui, alors là, 1294-1305, chers amis. Alors le pain, une tranche de pain, moi je me souviens, c'était des pains de 3 livres. 3 livres, si vous faites le calcul, vous verrez sur Google, hein, ça faisait à peu près 1 kg, 1 kg 1, 1 kg 2, grosso modo, hein.
kilo 100 grammes, 1 kilo 200 grammes, quoi, à peu près, hein, à peu près. Eh bien, avec une tranche de pain, la mie était bien serrée, vous voyez, il n'y avait pas d'espace de bulle, comme vous voyez aujourd'hui dans les pains blancs. Je suis navré de le dire. Et puis c'était cuit au feu de bois, au feu de charbon après, puis après au four électrique. Bon, le four électrique c'est plus du pain quoi. Il faut aspirer. À la limite, quand vous achetez une baguette de pain ou une boule, à peine la boule est-elle brune, à peine, à peine. On dirait que, et puis l'intérieur c'est blanc, c'est mou, il n'y a pas de consistance quoi. Voilà, bon, enfin, je reviens là. Occupation de la Guyane. Donc, Philippe IV le Bel profite d'un incident pour confirmer sa suzeraineté sur le duché de Guyane. Gouverner le duché de Guyane, c'est quoi juste d'ailleurs? Le duché d'Aquitaine, en latin Ducatus Aquitanier, couramment appelé à partir du XIIIe siècle le duché de Guyane en français et ducat de Guyana en gascon, est une entité politique issue de la province romaine, toujours référence romaine remarquée, d'Aquitaine. Et ça, Oleg ne le dénonce plus. Gouverné par le roi d'Angleterre, donc c'est le roi d'Angleterre déjà, Édouard Ier, ce qui provoque un conflit militaire opposant les deux royaumes rivaux de 1294 à 1297. Excusez-moi. Il se traduit notamment par l'occupation française de Bordeaux, capitale de la Guyane, jusqu'en 1303, soldée par le traité de Paris qui rétablit la situation antérieure, les Plantagenets en prenant possession de leur fief de Bordeaux, la Guyane, à la grande satisfaction des Bordelais. Oui. Ouais, c'est le début. Bon, il y a toujours eu des guerres entre la France et l'Angleterre, bon, ça n'a pas changé, mais ça va beaucoup. Bref, ça va être plus vrai encore à la fin de la ligne capétienne directe. Alors, cet affrontement franco-anglais est l'une des prémices de la guerre de Cent-Ans. Oui, 1337-1453. Alors, conquête de la Flandre. Voilà la bataille de la Flandre, regardez. Ça, c'est les Britanniques. Hein. Le Lion, c'est pas français. La bataille de Courtrai en 1302 est une lourde défaite de l'armée de Philippe le Bel en Flandre, mais qui est levée par la victoire de Mons en Spévès en 1304. Je te prends, je te reprends, bon bref. Alors, voilà, la conquête des Flandres, je viens de le brosser rapidement, en rapport avec les Mongols Ilkhanites, en 1289, Arguin, Khan des Mongols Ilkhanides, gouvernant la Perse, envoie un message à Philippe le Bel, lui demandant son alliance contre les Mamelouks, qui étaient les Mamelouks, sont les membres d'une milice formée d'esclaves affranchis d'origine non musulmane au service de différents souverains musulmans, milice qui a occupé le pouvoir à de nombreuses reprises. Et les Kipchaks, sont un peuple turcophone, nomade, initialement de religion tangriste qui occupe du XIe siècle au XIIIe siècle, un vaste territoire s'étendant de l'Ittiche à la mer Noire. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est trop compliqué. Voilà, l'année suivante, il fait la même demande au pape Nicolas IV. Cette demande d'alliance reste sans réponse de la part de Philippe le Bel. Conflit de pouvoir avec le pape. Alors là, oui, évidemment, je vais vous en parler un petit peu. Philippe IV le Bel est le premier roi à se faire régulièrement appeler très chrétien. Cette notion religieuse tend alors à devenir juridique et autorise le souverain en relation directe avec le royaume de Dieu à intervenir dans les affaires de l'Église. De fait, son règne est marqué par ses différends avec le pape Boniface VIII,
Oui, avec qui il aura des soucis. Il aura moins de soucis après avec le Pyrrhon IV, dont le point central est le droit que s'attribue le roi de France d'imposer les biens de l'Église situés dans son royaume, la France. Donc ce que va contester le pape, d'accord. Déjà, c'est les ingérences politiques, hein, déjà. Soucieux de conserver la force du principe de prééminence du pape sur les rois du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, la décrétale Clericis Laicos du 24 février 1276 est le point de départ Boniface VIII qui alors d'autres préoccupations confie avec les Aragonais de Sicile et les Colonna se trouve dans l'embarras et en dépit de son caractère hautain, ça devient tôt. Les bulles Romana Mater, février 1297, et Etsi de Stato, juillet 1297, donnent au roi gain de cause. Ce dernier document contient une renonciation formelle aux prétentions émises pour la défense des biens ecclésiastiques contre l'arbitraire des rois dans la décrétale. En fait, les principales ingérences du Vatican dans les royaumes occidentaux, France, Italie, bon, eh bien, c'est le prémisse, ou les prémices, ces interventions, on va dire diplomatiques, d'ingérence, c'est les prémices des ingérences politiques que nous voyons de nos jours. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. La religion continue sous une autre forme. Vous voyez, regardez, Donald Trump, c'est des chrétiens. Ne fait-il pas des ingérences dans d'autres pays? Bien sûr que si. Macron, c'est dit-il pas chrétien? Si, puisqu'il a été élevé par les jésuites, dans les écoles jésuites quand il était jeune. Or, il fait des ingérences envers l'Algérie. Bon, l'Algérie c'était notre débat. Mais il fait de l'ingérence en Afrique. Il fait de l'ingérence. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. La religion vaticane a pris d'autres formes, sous apparence laïque, mais en fait, ils emploient les mêmes méthodes que les papes de l'époque médiévale, pardon. Voilà, je sais ce que je voulais dire. Vous voyez? Alors, anéantissement de l'ordre du temple. Alors oui, voilà, alors, là, je voulais faire un point avant de continuer à lire, puis on va arrêter là, hein, je crois que, voilà. En fait, les chevaliers étaient la jalousie du roi Philippe le Bel qui voulait toujours plus, alors il avait déjà des richesses bien sûr, un énorme pouvoir et une énorme influence tout autour de son royaume, y compris à Rome, qui, comme je vous l'ai dit, Boniface IV ou 8, s'ingérait dans les affaires des royaumes laïques. Donc je vous dis, l'Espagne, Portugal, France, Italie, bon, et tout ça. Mais ces ingérences politiques et ces ingérences religieuses, aujourd'hui, c'est sous forme politique. Mais vous remarquerez que la plupart de ces dirigeants internationaux hauts de notre pays, qui font des ingérences vers d'autres pays, comme la France en Afrique, etc., vous verrez que c'est tous des dirigeants qui sont de formation chrétienne, soit protestante, oui, d'accord. Mais ça vient, le protestantisme à la base était catholique avant d'être séparé de Rome. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut en conclure, provisoirement, que la religion aujourd'hui se vête ou se revête d'un costume, cravate, souliers, ce que vous voulez, mais ça reste encore des ingérences d'inspiration de couleurs religieuses. Qu'on le veuille ou pas. Vous ne pensez pas que le Vatican a quelque chose à jouer là-dedans? Mais bien sûr que si. Le Vatican continue, malgré un pape malade, François Ier, bon, ça. Mais il y a quand même derrière le Vatican toute une administration très importante. Très importante. Alors, ouais, certains disent dirigés par la franc-maçonnerie écossaise, d'autres. Là n'est pas le propos, là n'est pas le problème, je veux dire au départ. Il y a une forte administration qui a toujours existé depuis très longtemps, et je vous le dis, on est en train de le lire ensemble, à travers l'histoire des rois, où l'Église, le Vatican, depuis Charlemagne, et surtout après, joue un rôle prépondérant
sur les pouvoirs monarchiques, royaux. En Angleterre, oui, c'est une forme chrétienne, bon, anglicane, mais c'est encore une forme chrétienne, admise par le Vatican. Vous voyez, voilà, rien n'a changé sous le soleil, sauf que les dirigeants ont des costumes, ah oui, ils ne portent plus la mitre, ils ne portent plus la soutane rose ou rouge, je ne sais plus comment, des cardinaux, ils n'ont plus la mitre, et ils n'ont plus bien sûr la crosse. Évidemment, c'est des laïcs, mais ils sont tous de formation chrétienne, à quelque niveau que ce soit sous forme anglicane, sous forme protestante, pentecostiste, évangélique, ce que vous voulez, mais ils sont tous d'inspiration religieuse chrétienne. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà pourquoi depuis plus de 6000 ans, et pas 4000 ans, depuis plus de 6000 ans, des familles ont toujours dirigé le monde. Et vous le voyez aujourd'hui, on compte environ 23 familles qui dirigent le monde. Expulsion définitive des Juifs. Alors, oui, je voulais parler de l'anéantissement du temple. Bon, les chevaliers, vous savez, on en a parlé, on ne va pas refaire ici l'histoire. Bon, après, le trécourt pontifical de Benoît XI, Clément VI, voilà, c'est de lui dont il s'agit. Un Français, hein, je rappelle, c'est un Français. Si vous voulez regarder, Bertrand de Goth, vous voyez, c'est un Français, fils de Béraud, de Goth, et dit de Blanquefort, naquit vers 1264 en Guyane, donc près de Villandreau, dans le Bordelais. Il est évêque, vous voyez. Et donc, c'est un pape qui obéit, qui est influencé par le pape le roi Philippe le Bel, excusez-moi, je me fous. Alors, après le trécourt pontifical de Benoît XI, Clément V, archevêque de Bordeaux, donc je viens de le dire, bon, est couronné pape à Lyon en 1305, donc pape à Avignon, je crois. Après une longue itinérance, il s'installe dans le comtat vénécin. Le comtat vénécin, c'est bien Bordeaux, non Bordeaux, non, pas Bordeaux, comment l'état pontifical, il a été fondé au Moyen Âge. Le vénécin, c'est où ça? Je vois pas. Bon, enfin bref. Le comtat vénécin, comptant sur son appui, mais sans lui demander la permission, le roi met en marche l'anéantissement de l'ordre du Temple. Le vendredi 13 octobre 1307, les Templiers sont mis en prison, puis torturés. Bon, on le sait déjà, on ne va pas refaire l'histoire. Là, je vais quand même juste revenir sur le comtat de Vénétie, ça m'intéresse énormément. Je suis en train de voir cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il va passer. Non, on va l'agrandir parce que là, je ne vois rien du tout. Là non plus. D'accord. On va voir plus. Languedoc, vous voyez, voilà. C'est du côté d'Avignon, c'est bien ça. Pardon, chers amis, je fais une petite digression. Voilà. Voilà. Nous revenons au point de... Là où nous nous sommes arrêtés. Origine du combat vénécin et de la dénomination. Bon. Il y a deux thèses en présence. Celle de Bouche Papon et Albert Lebrun, pas Albert Lebrun, non, Albrun, je ne sais pas, popularisé par Amédée Thierry, qui était Amédée Thierry, était journaliste, historien français, d'accord, dans son histoire des Gaulois. Ah, ça c'est intéressant ça. Regardez ça, c'est intéressant. Je vais savoir l'histoire des Gaulois. Regardez, pardonnez-moi chers amis, je reviens. Voilà. En fait, j'ai pas partagé la page, je crois. Non, alors on va la partager de nouveau, excusez-moi. Ah là là là, je fais des erreurs, vraiment enfin bon. Alors, cette débouche pas pour un, je l'ai dit. Amédée Thierry, dans son histoire des Gaulois, 1828, qui font dériver le comtat de Vénézin d'un comté de Vénasque. Voilà, c'est comme ça. Pour un simple code d'affaires, donne beaucoup Avignon. Oui, c'est bien ça.
C'est bien ça, c'est le pape d'Avignon. Alors, Comitatus Vandacensis, celle des Jésuites. Ah, les Jésuites, regardez le sigle. Vous voyez, un soleil noir. Valadier de Johannes, Giovannius et de Jules Comté qui indique que le Comitatus Vandacensis est issu de Comitatus Avanicinus, combat d'Avignon, c'est ça. Déjà en 1601, André Valadier, noté, et c'est André Valadier. Je ne prends pas parce que bon, la plupart des références sont théologiques. Hein. Noté dans son labyrinthe royal, nous trouvons encore en quelques-uns des anciens d'Avignon se nommer, et en d'autres Avenicas, à tout bout de champ, d'où est venu le nom de Comitatus Avenicinus. Et puis, pour une lettre tronquée Avenicinus, en français, le compta Vénice, que les uns d'autres, notaires et greffiers, depuis ont corrompu de sa façon. Bon, toujours au XVIIe siècle, dans son théâtrum, le graveur quant à Jules Comté, par 2 fois en 1859 et en 1876, il justifia sa théorie en rappelant l'histoire d'Avignon et de son comté entre 1125 et 1195. Cette cité devint une commune libre, indivise entre les comtés de Provence et de Forcalquier. La croisade contre les Albigeois et le traité de Meaux, mars-avril 1229, accéléra le processus de séparation entre Avignon et son ancien comté, Raymond VIII, qui était Raymond VIII, d'accord, comte de Toulouse et marquis de Provence, dut le céder après sa mort en 1249 et son gendre Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, de faire 2009. Bon, on poursuit, je crois qu'après on n'a plus rien à dire. Les arguments des deux camps. La référence à Amédée Thierry et à son histoire des Gaulois. Amédée Thierry, oui, j'ai pas vu ça. Non, je sais plus. Dans son tome 2, l'historien signale que Domitius battit les Gaulois à Vindalium et explique en note Vindalium, c'est la ville de Vénasque, autrefois capitale du comtat vénécin, auquel elle donna son nom. Bon. Typonymie régionale, bon, histoire, les combats vénéciens, propriété des comtes de Toulouse. Oui, je vous dis, hein, c'est des disputes de comtes, de barons, et même sous l'influence des évêques, hein, on va dire, hein, ils sont tous battus. Bon. Le comtat vénécin sous les papes d'Avignon. Ah, voyez, l'influence du Vatican joue beaucoup. Jean Fernandez de Heredia et Raymond de Turenne, capitaine des armes du comtat. Voilà un petit peu. Les papes et les juifs du comtat. Dans la session du comtat à la papauté, les juifs comtadins. C'est quoi ça, les juifs du pape vivaient dans le comtat vénécin, donc à Avignon, hein. Du côté d'Avignon, même plus bas vers Marseille, bon, ça va, associé à ceux d'Avignon, où les papes résident de 1309 à 1377, et souvent appelés les juifs du pape, ont vécu une histoire différente de celle des juifs de France, de par la politique originale des papes vis-à-vis des juifs, et ce jusqu'à la Révolution. En effet, la relative tolérance des papes permit aux juifs comtadins de résider dans le comtat et Avignon avec de multiples restrictions et à de nombreux juifs de France d'échapper aux persécutions dont ils étaient victimes. Ah ben oui, ça. Les monnaies comtadines, voilà, hein, les monnaies comtadines, c'était ça je crois. Hein. Voilà, le florin frappé sous le pontificat d'Urbain V,
en usage dans les états pontificaux italiens, en Avignon et dans le comtat vénessin, pas vénessin. Je vais faire une erreur. Voilà, les rois de France et les enclaves pontificales. Alors, les rois de France, tout au cours des siècles, firent pression sur les normes, sur l'économie des États pontificaux. Leur méthode ne varia guère au cours de leurs différents règnes, avec la mise en place de droits de douane exorbitants. En cas de crise aiguë entre Paris et Rome, l'entrée du blé français était bloquée. Résultat, les populations d'Avignon et du comtat étaient aussitôt menacées de disette. Louis XIV, tiens, voilà une belle peinture de notre roi. Voilà, ça c'est Colbert. Bon, non, pas pourquoi il parlait de le mur de la peste, oui, bon, la peste, évidemment, ça. Avignon, vous voyez. Voilà, le mur d'Avignon, de la peste, hein, pour séparer les pestiférés avec le peuple et les autres gens, quoi. Bon, le rattachement du comtat vénessin. La France, alors là, c'est le 17 de 1789, le comtat, je vois pas trop le rapport, enfin, Carpentras et Avignon s'opposent sur le rattachement. D'accord. Les troubles entre juin et décembre 1790, mais de quoi c'est où je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au même. Ah ben oui, le comtat de Vénessin, bien sûr. J'étais pas du tout dans la période des rois. Anéantissement de l'ordre du temple, bon, j'en étais là. Expulsion définitive des juifs. Bon, ça, les juifs, comme on vient de le voir, ils avaient à la limite une protection relative dans le comtat d'Avignon du Vénessin. Donc on a vu ça, on parle là-dessus. Expulsion et confiscation, bon, ça, le royaume de France, là. Alors la synagogue ensuite, il s'est produit un arsenal de circulaires prescrivant la spoliation des biens privés et communautaires des juifs et du royaume. On va pas lire tout ça, bon évidemment, synagogue, les métiers qui ne pouvaient plus exercer, etc. Accroissement du domaine royal et de l'influence française, oui, ça faut quand même le dire, les juifs ont été privés de presque tout. Hein. Ils ne pouvaient pas avoir des hauts postes administratifs, ils ne pouvaient pas avoir leur propre monnaie, ils ne pouvaient pas, voilà, ils n'étaient pas libres de circuler, voilà, ils avaient la rouelle, ils avaient des tas d'obligations contraignantes à leur endroit, hein, il faut le dire, bien sûr. Hein. Affaire de la Tour de Nesle, alors ça c'est quoi ça? Même de la mort de Philippe le Bel, un énorme scandale éclate. Marguerite de Bourgogne, épouse de Louis X, déjà roi de Navarre. Mais, c'est compliqué ça. Mort du roi et inhumation. Bon, en fait, le roi, vous savez qu'il est mort de malédiction, hein, il a été maudit par Jacques de Molay, et on a parlé. Alors, bon voilà, on n'a pas parlé de sa mort, hein, on sait qu'il est mort en tombant de cheval, devant un gibier. Alors la légende dit qu'il y aurait entre les cornes du cerf une croix qui brillait et qui a aveuglé le cheval s'est cabré, le roi est tombé, bon, il s'est grièvement blessé, puis il est mort lorsqu'il l'a transporté quelques jours après, je crois. Hein. Voilà. C'était la première malédiction des 13 successeurs qui allaient, successeurs alors pas forcément des rois, mais successeurs dans les... comment dire, enfin voilà, donc, vous avez compris. Voilà, on arrête là un petit peu la vie du roi Philippe le Bel, donc Philippe IV, hein, je viens de le dire. Alors oui, j'ai anticipé sur un roi Philippe V, c'était pas ça. Non, c'est Philippe IV dit le Bel. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous a plu le déroulement des rois que je voulais vous offrir aujourd'hui, chers amis, dans cette vidéo. Alors que dire en conclusion de la vie du roi Philippe IV, dit le Bel, c'est qu'il était jaloux, il était jaloux de tout, remarquez, il était jaloux même de Baron qui avait une trop forte influence dans son royaume, donc ses vassaux. Il était jaloux même du pape quand celui-ci voulait lui interdire, alors c'était Clément VIII, hein, c'était avant, non, Clément VIII, non, je ne sais plus, bon.
Clément V, c'est celui qui était français. Donc là, il était content. Mais son prédécesseur, il était plus sévère envers le trône de France. Donc Philippe IV avait des soucis, des disputes, voire même des colères contre Rome. Mais cette malédiction montre que le roi était très jaloux de ces vassaux qu'il possédait, bien sûr, des richesses. Et comme les Templiers avaient depuis de longues durées établi un pouvoir au sein de leur monastère ou château, je ne sais pas, de leur propriété, ils avaient une forte influence parce que les peuples les soutenaient. Et vous comprenez, les Templiers soutenaient les pèlerins. Vous comprenez que le peuple de Paris et puis d'ailleurs du royaume de France soutenait les chevaliers, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, que ce soit même avant Jacques de Molay. Et puis alors sous Jacques de Molay, le peuple ne comprenait pas les accusations du roi Philippe le Bel. Il a fallu choquer le peuple par ce bûcher, justement, d'abord par la torture, et puis le relapse, qui était mal vu par le peuple, bien entendu. Hein. Les torturés qui se reprenaient en disant oui, mais vous m'avez torturé, donc je ne peux pas faire autrement que d'avouer ce que vous me forciez d'avouer, mais finalement je me rétracte, donc c'est le relapse. Et le peuple ne comprenait pas, il n'était pas très cultivé, malheureusement, le peuple, pour une grande majorité, donc ils étaient du côté du roi. Alors, et le roi, en provoquant le bûcher, heurta la sensibilité, ce qu'on appelle la rupture anévrique, je ne sais pas comment on appelle ça, dans l'esprit des gens, donc ils voyaient l'enfer à travers le bûcher. Et quand ils entendirent alors ce que l'on appelle les malédictions que Jacques de Molay, la malédiction des 13 générations à venir concernant le roi Philippe le Bel est mort peu de temps avant. Et justement, Jacques de Molay a dit, avant 1 an, vous comparaîtrez devant Dieu avec moi. Quelque chose comme ça, quoi. Donc, ce qui veut dire que, finalement, Philippe le Bel n'a pas survécu 1 an après le bûcher où ont été consumés Jacques de Molay puis son adjoint, quoi. Son acolyte, je ne sais pas comment on peut dire. Alors, pour revenir à la dissolution de l'ordre des Templiers, chers amis, vêtements et uniformes, les Templiers étaient identifiables par leur surcol blanc, noir ou gris, avec un manteau blanc. Donc ça, je vous laisse lire si vous voulez. Alors, quelle était la règle des Templiers? Alors, bon, Oleg dit que c'était des Vikings. Il disait que c'était des Vikings, c'est pas possible. Les Templiers n'ont assumé une règle de forme monastique qu'avec le Concile de Troyes de 1129 béni par le soutien de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, comme disent les catholiques du Vatican, substantiellement basé sur certains éléments de base de la règle bénédictine. Alors qu'est-ce qu'on pouvait leur reprocher? Alors oui, évidemment il y a ce mélange avec le prieuré de Sion qui était plutôt d'une obédience comme on... j'avais pas vu, c'était pas... Je recule parce que là, c'est pas du tout... Je vais le retirer, ça. On peut faire attention. Voilà. Bon. Alors, c'est rosicrucien. Voilà un petit peu la forme que nous trouvons pour l'explication des Templiers. Alors on les a accusés à tort ou à raison, je ne sais pas, de sorcellerie, parce que bon, comme ils étaient natifs, ces chevaleries, encore une fois, je le répète pour l'énième fois depuis le Sion, donc on a dit ils n'étaient pas catholiques, ils avaient des pratiques plutôt païennes, plutôt de sorcellerie, rosicrucienne, enfin bon, ils disaient pas rosicrucien, mais enfin bon, ils employaient d'autres mots pour dire qu'ils n'étaient pas en accord avec Rome, et puis sans parler des mœurs que soi-disant ils pratiquaient. Bon, ça, on en a déjà vu quelques traits. Donc Philippe le Bel et puis les 13 générations qui vont suivre seront maudites, enfin,
selon les dires des chroniqueurs des Templiers. Moi je pense qu'il y a du vrai, il y a certainement du vrai, parce que ce n'est pas un hasard si les 13 générations, dont Nogaret notamment, tous ceux qui ont entouré le roi sont morts dans la même année. Vous voyez, dans la même année, après la malédiction, ils sont tous morts. Alors, que sont les 13 générations? Alors, comme je vous l'ai dit, un homme du peuple un homme du peuple qui se trouvait autour de l'échafaud aurait crié Jacques de Molay puis Éranger à propos de la décapitation du roi Louis XVI. Bon, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut entendre par là, quel motif faut-il attacher, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu certainement une malédiction à travers tous les rois à partir de Philippe IV d'Ilbel. Mais à quel niveau et de quelque manière, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que... Voilà mes amis, bon la vidéo a quand même pas mal duré de temps. Je vous remercie d'avoir suivi mon travail. Si vous avez des raisons que cette chaîne, si vous souhaitez que cette chaîne continue, qu'elle se poursuive, qu'elle prospère et qu'elle s'agrandisse, il vous reste à faire le travail de seconde main. Je vous laisse faire ce que vous voulez, ce que vous entendez. Et puis nous, on se retrouve alors très bientôt, bien sûr. On se retrouve très bientôt. Alors je vous souhaite une bonne journée. Là nous sommes vendredi, voilà. Fin de semaine, bientôt le week-end, chers amis. Je profite de vous souhaiter une bonne fin de semaine. Voilà, vous avez la leçon ici, vous voyez, ça se reflète sur mon visage, vous voyez. Bon, en tout cas, soyez heureux avec, bien sûr, dans vos foyers, votre famille, soyez heureux avec vos amis, soyez heureux aussi, pacifiques, plein d'amour et de bienveillance envers vos collègues de travail. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Je vous laisse écouter un petit peu la musique. Je ne fais pas d'actualité aujourd'hui, bien qu'il y aurait beaucoup à dire, mais bon, c'est redondant. Cette dispute alors, oui, enfin une petite info que je vous annonce, mais sans vous montrer de documentaire ni rien, ni d'image. Depuis une trentaine d'années, l'Algérie nous fait la guerre. Bon, mais ça c'est pas nouveau, depuis les accords d'Évian. Les accords unilatéraux faits par le colonel de Gaulle avec Boumedienne, les accords qui donnaient tout à l'Algérie, y compris le pétrole qui était marocain au départ, qui appartenait dans cette partie du désert au Maroc, mais de Gaulle a préféré la donner à l'Algérie. C'était suite aux accords d'Évian. Depuis, on n'a pas cessé d'accueillir des gens, quels qu'ils soient. Et puis, depuis une trentaine d'années, c'est vrai, l'Algérie nous font la guerre. Alors, je ne dis pas ça contre l'Algérie, en fait, mais c'est vrai que les attentats et tout, 2015 notamment, nous fait penser que derrière, il y a quand même des gens qui ne sont pas du tout bienveillants à notre égard. Mais ça, c'est un peu bien fait pour les politiques. Bon, comme je vous dis, les politiques, ils se connaissent, ils ne se battent pas, mais c'est les peuples qui se battent. Oui, et qui ne se connaissent pas. Donc nous, on se bat sans savoir contre des moulins à vent parce que généralement, on est très peu informés pour connaître les origines de ceux qui ont le bras armé pour faire des attentats chez nous, que ce soit à Paris, au Bataclan, le journal, pas Harakiri, mais comment, je ne sais plus le nom, enfin bon. Vous ferez le rapprochement vous-même, chers amis. Eh bien, ces islamistes se battent contre nous, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On leur a donné, on leur donne tout. Ils en profitent, Ils prennent sans se battre, ils en profitent, mais malgré ça, ils font des attentats pour accélérer, si vous voulez, ce qu'ils veulent mettre en place ici, chez nous, la charia, Il faut le dire, c'est une vérité. Depuis une trentaine d'années, l'Algérie ou d'autres pays autour de l'Algérie se battent contre nous, mais parce qu'on a une politique qui mollassonne. Ah oui, depuis le départ de Jacques Chirac, il faut le dire quand même, c'était le dernier qui a osé un petit peu s'élever quant à la participation de l'intervention en Irak.
avec Georges Bush père, contre Georges Bush père. Bon, il n'y a que lui qui s'est opposé avec des troupes françaises. Mais depuis, on n'a pas arrêté de collaborer. On n'a pas arrêté, je vous dis, depuis une trentaine d'années, donc ça fait les années 80, ou moins les années 90, donc 90, oui, c'est Jacques Chirac qui a été le dernier qui s'est un petit peu opposé à certaines, par certaines relations diplomatiques, à des interventions de la France dans le consortium de l'OTAN. Oui, c'est le seul. Voilà. Chers amis, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est tout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.